Bonjour à toutes et bienvenue à ce premier webinaire en direct. Alors, je vois que des gens commencent encore à arriver. Je propose qu'on attende quelques secondes et j'en profite pour me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Gaëlle, j'ai fondé Startalers il y a 1 an. Et Startalers, c'est la meilleure amie financière des femmes. On développe une application digitale qui va aider les femmes à prendre en main leur avenir financier et à devenir des investisseuses responsables, c'est-à-dire qu'elles vont réaliser leurs objectifs de vie en investissant dans des entreprises et des projets qui sont alignés avec leurs valeurs et l'impact qu'elles veulent voir dans le monde. Mais assez parlé de moi, ce webinaire, il est là pour vous et surtout pour vous donner quelques clés pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur comment investir, en particulier dans ces moments un peu troublés et pas que sur les marchés, et surtout aussi pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Chez nous, c'est chez vous, donc bienvenue. On est donc dans mon bureau puisqu'on est toutes confinées aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup de règles, il y en a que 3. Il n'y a aucune question qui est stupide, donc surtout n'hésitez pas. Deuxièmement, on juge pas, donc peu importe ce que vous avez à dire, il y a le chat, les questions, on va en discuter dans quelques minutes. Et puis surtout, on est là pour apprendre. Moi, je vais faire de mon mieux, mais aussi n'hésitez pas, vous, à témoigner, à échanger. À travers ce chat. Alors je vois que ça c'est déjà bien vivant. Donc qui est-ce qu'on a? Salut Max, je le connais déjà. Eva, il y en a que je n'ai pas le prénom. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à travers cette plateforme. C'est la première fois qu'on organise ces webinaires, donc je compte sur votre indulgence pour excuser les éventuels bugs techniques de la plateforme et puis les éventuels bugs techniques de Gaëlle. Voilà. On a prévu quelques trucs pour vous pour rendre cette session un peu plus interactive. Comme vous voyez, je vois que le chat, il marche bien. Vous voyez juste à côté, il y a d'autres petits onglets, les questions et les sondages. Alors, commençons par les sondages. On va vous poser quelques questions au travers de ce webinaire. Et pour être sûr que ça fonctionne bien, je vais vous poser une première question et j'aimerais savoir où vous êtes pour le moment. Normalement, Aurélien devrait l'avoir mis dans les sondages. Ouais, je vois. Donc, France, Belgique, Luxembourg. Ça bouge encore. On est quand même. Donc, je vois que, bon, de toute manière, on est toutes unies face au confinement. Donc, il n'y a pas de différence là-dessus. Et puis, c'est marrant parce que l'équipe aussi, on est en France, en Belgique et à Luxembourg. Ah, je vois qu'il y en a qui sont cachés dans un lieu qui préfèrent tenir secret. Bon, écoute, l'important, c'est qu'il y ait une connexion Internet et puis que vous ayez pu vous joindre à nous. Donc, c'est sympa. Alors, deuxième petite question pour continuer et briser un peu la glace. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Dites-moi. Super bien, ça peut aller. Non, mais pourquoi tu poses la question? Dites-moi. Super bien, bah cool, hein. T'as fait un spa imaginaire, c'est génial. Je sais que ma sœur, donc je soupçonne que ce soit elle parce que j'ai pensé à elle en disant le spa imaginaire. Et le mojito aussi. Ça peut aller, ok. Ouais. Ouais, quand même, globalement, ça va. Vous êtes assez positif. Alors, écoutez, je tiens à vous dire, donc c'est pareil chez nous aussi. Comme je disais, on est tous à des endroits différents. La moitié de l'équipe, non plus de la moitié de l'équipe a des enfants, donc c'est comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est à la fois un don du ciel et en même temps assez compliqué à gérer pour le moment. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire pour essayer, de parler d'autre chose. Comme nous, ce qu'on sait faire, c'est l'investissement, les finances, mais sur un ton un peu décalé, sérieux, mais sans se prendre la tête. On s'est dit, on allait partager ça avec vous. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un moment instructif, fun, et que on va se changer les idées tous ensemble. Voilà. Donc respirez, prenez un verre s'il y en a pas encore, et puis c'est parti. Donc les questions, posez-les quand elles vous viennent.
Max et Aurel, que vous voyez aussi sur le tableau, là, donc on a Monsieur Lego et le beau gosse Aurélien. On a aussi Solène, qui n'a pas voulu mettre sa photo, mais qui est là aussi, je pense, à nous écouter. Qui vont s'occuper en fait de regrouper les questions et puis j'y répondrai en deuxième partie de webinaire. Et pour les moins timides d'entre vous, on a également la possibilité d'en faire monter sur scène parce que Startalers, c'est aussi une communauté où on échange autour d'expériences, d'investissement ou d'aspirantes investisseuses. Il n'y a pas que moi qui parle. Donc, si vous avez des expériences à partager, que ce soit des gros fails parce que vous avez commencé à investir il y a 2 semaines, no comment, ou au contraire des succès, des choses dont vous êtes fiers, peu importe, si vous voulez partager, vous nous le dites dans le chat et puis je vous partagerai l'écran pour que vous puissiez vous exprimer pendant une petite minute pour partager avec les autres. Je pense qu'on apprend aussi beaucoup les unes des autres et d'expériences concrètes. Donc voilà, c'est parti pour le show. Pendant les 25-30 prochaines minutes, je vais aborder quelques grandes questions. Rapidement, on va passer à travers des concepts qui sont un peu la base de l'investissement. Et après, je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez. Je promets pas que j'aurai toutes les réponses, mais celles que j'ai pas aujourd'hui, eh bien, je chercherai et j'y répondrai par la suite. Donc, n'hésitez pas à consulter le chat, le sondage. Je sais que Aurel a aussi préparé quelques questions pendant la presse. Donc voilà. Et on s'amuse et on y va. Donc, les questions. Aurélien, est-ce que tu peux me mettre la présentation, s'il te plaît ? J'attends. On a 5 grandes questions. On va passer par, en fait, c'est quoi investir concrètement? Pourquoi est-ce qu'on investit? Pourquoi est-ce que c'est important d'investir? Dans quoi est-ce qu'on peut investir? Comment? Et puis, quand? Genre maintenant ou pas maintenant? Parce que je suppose que c'est une question que beaucoup de gens se posent pour le moment. Si vous avez un petit peu regardé comment les marchés fonctionnaient ou juste que vous avez allumé votre télé et regardé le journal parler. Voilà. Merci beaucoup, Aurélien. Donc, c'est quoi investir? On va commencer par ça. Alors, investir, c'est faire travailler ses économies. C'est placer son épargne pour qu'elle génère des profits. Bon, il y a plusieurs manières de faire, mais il y a 2 grands mécanismes pour générer des profits sur votre investissement. Le premier, c'est au travers d'un mécanisme de plus-value, d'appréciation du capital que vous investissez. Et la deuxième, c'est au travers des intérêts. Ouais, Aurélien, tu peux aller au prochain slide. Si voilà, super. Au travers donc des intérêts, donc c'est-à-dire d'avoir un pourcentage d'appréciation régulier et avec un remboursement du capital à la fin. La plus-value, si on commence par ça, c'est le fait en fait d'acheter quelque chose en espérant que sa valeur augmente au fil du temps. Un exemple, vous achetez un appart ou vous avez acheté un appart il y a 10 ans à 100 000 euros. Aujourd'hui, vous le revendez à 200 000 euros. Eh bien, vous avez fait, grosso modo, 100 000 euros de plus-value avant frais, avant tout. Hein, on va essayer d'être très simplifié dans les exemples. Donc, si vous faites une plus-value de 100 000 euros sur un investissement initial de 100 000 euros au bout de 10 ans, en gros, ça veut dire que votre investissement s'est apprécié en moyenne de 7% par an. Voilà. Donc, capital initial, c'est le montant que vous investissez. Plus-value, c'est le montant supplémentaire que vous avez gagné à la fin quand vous avez fait une opération par rapport au capital que vous avez investi. Et quand on calcule le rendement annuel, eh bien, en fait, on lisse en quelque sorte vos gains que vous avez eu à la fin sur la durée d'investissement. Donc ça, c'est les 7% par an dont je viens de parler. Un autre exemple de plus-value qui est moins tangible que l'immobilier, mais qui est au cœur des marchés financiers, c'est quand vous achetez des titres comme des actions ou des fonds, etc. Donc, si vous achetez par exemple, ou que vous avez acheté une action de la société Apple il y a 10 ans, vous l'auriez acheté pour plus ou moins 30 $. Donc ça, c'était le cours qui était le cours de l'action Apple en janvier 2010. Vous décidez de la revendre aujourd'hui, si, croyez-moi, vous décidez de la revendre aujourd'hui, eh bien, vous la vendez 245 $. Ça, c'est le cours de l'action
aujourd'hui, le vrai. Eh bien, en faisant ça, vous avez réalisé une plus-value de 215 $ sur vos investissements. Si on lisse ça sur les 10 ans pendant lesquels vous avez gardé votre action Apple, eh bien, ça vous fait un rendement de plus ou moins 22% par an. Donc, la plus-value, en gros, pour simplifier, on pourrait la voir comme le profit de la revente d'un bien dont vous êtes propriétaire. Donc, quand c'est un immeuble, c'est assez simple à comprendre. Et quand c'est une action, c'est pareil parce qu'en fait, en achetant une action, vous devenez propriétaire d'une partie de la société que vous achetez. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est une action, une obligation ou un fonds parce que j'essaie de rester assez synthétique là. Par contre, je pense que Aurélien va vous mettre dans le chat les liens vers les vidéos qu'on a fait pour expliquer de manière simple chacun des instruments financiers dont je viens de parler. Donc surtout, après ce webinaire, n'hésitez pas à aller les voir et à me dire ce que vous en avez pensé ou alors à me poser des questions à la fin de cette présentation. Les intérêts, on en a parlé, donc c'est des profits qui sont générés du fait de prêter son épargne. Alors, vous pouvez les prêter à des entreprises ou vous pouvez les prêter à l'État afin qu'ils puissent financer des projets. En échange de ce prêt, vous allez toucher des intérêts chaque année et à l'échéance du prêt, c'est-à-dire quand le prêt se termine, parce qu'en général, le prêt, il est pour une durée déterminée, eh bien, vous retouchez la mise initiale que vous avez prêtée. Un exemple concret, l'État français a fait appel à l'épargne publique en 2017 pour financer sa transition énergétique. Elle a émis des obligations vertes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des obligations vertes, mais elles s'appellent vertes parce que c'est des fonds qui ont servi à la transition énergétique. Donc, c'est un type d'obligation bien spécifique. Bref, les investisseurs qui ont décidé de souscrire à ça, donc c'est-à-dire de prêter de l'argent à l'État français pour ce programme-là, eh bien, ils ont prêté une somme initiale, ils ont reçu ou ils reçoivent chaque année 1,7% de la somme investie en intérêts qui sont payés chaque année. Et à l'échéance, qui pour ce type d'obligation-là était ou sera en juin 2039, si je ne me trompe pas, eh bien, en juin 2039, ils vont récupérer leur capital de départ. Voilà. Donc ça, c'est un peu les deux grands mécanismes, si on simplifie et qu'on prend une approche très hélicoptère, par lesquels on peut gagner de l'argent en investissant. Alors, j'ai parlé d'appréciation. On est bien d'accord que quand on parle de plus-value, ça, c'est quand la valeur du bien augmente. Ce qui se passe quand vous achetez une action ou un bien immobilier d'ailleurs, c'est que vous estimez que l'action ou que le bien immobilier va s'apprécier, mais il n'y a pas de garantie. Donc, il peut aussi tout à fait baisser en valeur et à ce moment-là, c'est pas une moins-value, c'est pas une plus-value, mais c'est une moins-value et vous perdez de l'argent. Donc, juste pour être complète sur mon explication. Donc voilà, ça c'est un peu, en gros, les différents mécanismes au travers lesquels votre épargne, en fait, vous rapporte un revenu supplémentaire qui n'est pas le revenu de votre travail. Donc, en gros, c'est un revenu sans rien faire, en quelque sorte. Alors, c'est super, mais pourquoi? Pourquoi investir? Puisque, comme je viens de le dire, il y a quand même un risque à perdre tout ou une partie de son capital. Il y a 3 raisons pour lesquelles un investissement raisonné fait beaucoup de sens. La première raison, et elle est en vert sur mon slide, c'est l'inflation. On va y revenir dans quelques secondes, mais c'est la première raison pour laquelle investir à tout moins une partie de son épargne est vraiment important. La deuxième raison, c'est les intérêts composés. De nouveau, la logique financière d'avoir une exposition au fait que les marchés s'apprécient au fur et à mesure du temps et que votre épargne qui est investie génère de l'argent qui lui-même est réinvesti, etc. Et ça fait un effet boule de neige. Et la troisième raison, c'est l'impact que vous pourrez générer en tant qu'investisseur. Revenons sur la partie inflation. Vous en avez certainement tous entendu parler, mais juste pour bien reclarifier, c'est le fait que les biens de consommation courante, donc la farine, le lait, l'huile, l'Aperol Spritz, ça c'est une private joke à Élise qui je pense est aussi dans nos participants, ce sont donc des denrées essentielles à notre survie. Eh bien, ces denrées augmentent chaque année d'un certain pourcentage. Dans nos régions, l'inflation se situe ces dernières années entre 1 et 2%. Ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, un bien qui aujourd'hui vaut 100 € se vendra dans 10 ans 110 €, dans 20 ans 122 € et dans 30 ans 135 € avec 1% d'inflation. Si l'inflation est à 2% par an, eh bien, ce sera
122 euros dans 10 ans, 149 euros dans 20 ans et 181 euros dans 30 ans. Donc, concrètement, si vous possédez aujourd'hui 100 euros d'économie, que vous les laissez de côté pour des dépenses futures dans 10 ans et que vous mettez votre billet de 100 euros sous le matelas, quand vous les ressortez dans 10 ans, le billet, il sera toujours là, il y aura toujours marqué 100 euros là-dessus. C'est vrai, donc, a priori, c'est complètement safe. Sauf que ce billet de 100 euros, il va vous permettre d'acheter beaucoup moins que ce qui vous permet d'acheter aujourd'hui. Alors, j'ai pris l'exemple de 100 euros, mais si vous faites ça sur la totalité de vos économies que vous avez aujourd'hui, soit en cash complètement liquide, soit sur un carnet d'épargne qui vous rapporte même pas 2%, donc même pas l'inflation, eh bien, c'est pareil. Et si on veut voir le problème dans l'autre sens, eh bien, le montant de vos dépenses actuelles que vous avez besoin pour vivre, admettons qu'il ne va pas beaucoup changer en termes de ce dont vous avez besoin en termes de biens. Eh bien, la réalité, c'est que vos dépenses vont augmenter. Pour acheter la même chose, vous allez devoir payer plus, 10% de plus dans 10 ans, 22% de plus dans 20 ans, 35% de plus dans 30 ans. Donc, si vous économisez au fur et à mesure en mettant sous le matelas ou en mettant sur votre compte épargne qui ne vous rapporte rien pour pouvoir faire face à ces dépenses futures, au moment où en plus votre revenu du travail ne sera plus là parce que vous serez en retraite ou que vous avez décidé d'arrêter de travailler plus tôt, eh bien, vous comprenez qu'il faut absolument protéger ces économies contre les effets de l'inflation. Et la manière de le faire, eh bien, c'est de placer cet argent dans des investissements qui, à minimum, vous rapportent plus que le taux d'inflation en vigueur pour maintenir votre pouvoir d'achat. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que chaque année, ça rapporte au moins 2%, ça ce serait l'idéal, mais qu'en tout cas, sur la période, vous vous souvenez quand j'ai pris l'exemple de mes 10 ans, on a lissé le rendement annuel. Il faut que sur la période, en fait, il compense au moins l'inflation. Pourquoi une autre raison, c'est profiter des intérêts composés. Alors, j'aime bien avoir cette métaphore du lac. Vous pouvez décider de traverser deux lacs différents. Ils ont la même taille et vous devez aller de A à B, qui est de l'autre côté du lac, et c'est la même distance. Sauf qu'un des deux lacs, c'est le calme plat. Il y a zéro risque. Vous prenez votre barque, mais il n'y a pas de vent. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est ramer. Et croyez-moi, quand vous allez arriver au point B, vous serez fatigué, transpirant, crevé, HS. Et puis, il y a cet autre lac où il y a un petit vent, la barque est un peu moins stable, mais vous avez appris à naviguer. Et ce vent, en fait, vous permet, d'arriver au point B plus vite et avec beaucoup moins d'efforts. Alors évidemment, on ne parle pas d'avoir un vent force 12 et de risquer de mourir sur le lac, ou en tout cas d'avoir l'impression, mais d'avoir un vent force 3, 4, 5 en fonction en fait de votre capacité à naviguer à cette force de vent-là. Ça vous permet d'arriver au point B plus vite, en vous fatiguant moins et du coup en pouvant profiter de la plage qui est juste à côté avec un chouette mojito ou un verre de coca ou un verre d'eau en fonction de votre religion du moment. Voilà, donc c'est pareil pour l'économie de marché. En fait, vous pouvez choisir de ne pas investir et de faire l'entièreté du travail grâce à vos revenus professionnels. Ça veut dire qu'en gros, 1 euro économisé, ça sera 1 euro dans votre portefeuille, ni plus ni moins. Donc, ça veut dire que vous allez devoir bosser toute votre vie pour maintenir un niveau de revenu qui va vous permettre de financer vos dépenses actuelles et vos dépenses futures quand vous arrêterez de bosser. Sauf que si vous investissez, eh bien, c'est ce vent dans les voiles où vous décidez de la force du vent qui va vous permettre de faire le chemin de manière plus facile en faisant travailler votre argent pour vous. Et c'est assez facile à comprendre. Je pense qu'on avait un graphe, Aurélien, qui montre un peu la différence entre un intérêt, par exemple, d'avoir un rendement. Voilà, exactement. C'est exactement ce que je dis. Vous mettez 150 euros de côté par mois pendant une période de 40 ans. Eh bien, la ligne bleue, c'est tout simplement le montant nominal que vous mettez. Chaque mois, 150 euros. Et donc, à la fin, vous arrivez à un peu moins de 80 000 euros. Ce même montant mis de côté tous les mois, donc c'est exactement le même effort de votre côté, avec des intérêts de 4%. Donc, c'est-à-dire, c'est une performance de marché qui, sur la durée,
est raisonnable. On est bien d'accord que quand on regarde la situation du marché sur le dernier mois, on a oublié qu'on pouvait arriver à ce genre de, on va dire, de rythme de croisière. Mais néanmoins, si vous regardez la performance sur des longues périodes, c'est tout à fait réaliste. Eh bien, vous voyez que vous arrivez à 100 000 € de plus sans avoir fait quoi que ce soit, sans avoir fait quoi que ce soit en plus, si ce n'est investir et investir de manière régulière. Parce que là, vous investissez 150 € tous les mois à travers le cycle, c'est-à-dire pendant ces 40 années, sans doute, les marchés auront baissé, les marchés se seront cassés la figure, les marchés auront explosé. Peu importe, tous les mois, vous avez mis 150 €, marché haut, marché bas. Eh bien, à la fin, 100 000 € d'épargne supplémentaire. Voilà, ça, c'est pour ancrer vraiment le phénomène dont je voulais vous parler et qui fait que l'investissement est vraiment important. Le dernier point, qui est un argument qui n'est pas tellement un argument financier, mais qui pour moi est un argument qui, en tout cas, moi, personnellement, m'a convaincu. Alors, m'a convaincu de beaucoup de choses. M'a convaincu de changer de vie, m'a convaincu de changer de boulot, de monter ma boîte et d'investir. C'est d'exercer son pouvoir d'investisseur. De la même manière qu'on exerce son pouvoir de consommateur, on s'est rendu compte ces dernières années qu'en fait, on avait ce pouvoir de changer les modes de production, la composition des produits que les industriels fabriquent, la manière dont les supermarchés fonctionnent, la pression qu'ils peuvent mettre sur la chaîne de production, etc., simplement en décidant de consommer autrement et en le faisant en masse, ce qui fait que notre voix collective est entendue. Et l'investissement, c'est exactement la même chose. Plutôt que de subir l'économie de marché et le capitalisme à outrance, eh bien, en investissant en accord avec vos valeurs et en soutenant des entreprises qui ont des vrais projets pérennes, durables, avec un impact positif sur la société, ou en tout cas qui sont capables de faire évoluer la société dans la manière dont vous voulez le voir, c'est-à-dire préservation des ressources. On remet aussi l'humain et entre guillemets, la valorisation de l'humain en tant que ressource plutôt qu'en tant que numéro, la diversité, la représentativité au niveau décisionnel du fait que les clients sont aussi divers, des hommes, des femmes, différentes cultures, différentes histoires. Eh bien, vous avez chacun ce pouvoir. Comment? Eh bien, en fait, simplement en tenant les entreprises là où ça fait mal, c'est-à-dire l'argent. Parce qu'à un moment ou un autre, elles vont toutes avoir besoin d'être financées. Et si les entreprises qui ne se comportent pas en bons citoyens, qui ne sont pas vertueuses, ne trouvent plus de financement, eh bien, croyez-moi, elles vont vite changer leur fusil d'épaule ou elles vont cesser d'exister. Alors, je sais, il y a une forme un peu d'utopie, mais regardez ce qui se passe pour le moment. Je pense qu'il y a une opportunité chacun d'exercer sa voix et d'utiliser ses économies pour faire le bien, pour vous faire du bien, pour réaliser vos ambitions, mais également pour faire le bien et amorcer un changement qui est déjà en train de se passer là depuis quelques années. Voilà. Alors, comme à chaque fois que je parle d'un sujet qui me passionne, j'ai perdu le fil, mais Aurélien, si tu me mets le prochain, je suis sûre que je vais me retrouver dans mon fil, parce que là, on a parlé de pourquoi investir et dans quoi investir. Voilà. Ouais, évidemment. Je ne vais pas vous donner, malheureusement, le titre miracle qui va vous faire gagner des millions en 6 mois sans rien faire, en particulier pas maintenant. Enfin, quoique, justement, les marchés sont baissiers, donc j'ai moins de risques en fait maintenant que j'en avais il y a 3 semaines, où là, ça aurait été plus risqué. Mais non, pour parler plus sérieusement, personnellement et sur base aussi de tout ce qu'on voit dans les marchés en termes de recherche, l'investissement, c'est du long terme.
Long terme, ça veut dire au moins 5 ans. Si vous n'êtes pas prêt à garder un investissement pendant 10 ans, alors ne considérez pas l'investissement du tout. C'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett et c'est quelqu'un qui s'est pas trop mal débrouillé en termes de stratégie d'investissement sur les 40 dernières années. Ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, cette panique des marchés, en fait, c'est à la fois grave et pas grave. C'est grave si vous avez investi il y a 3 semaines et que votre objectif, c'était de faire un coup dans 6 mois. Là, malheureusement, oui, je comprends, je peux vous donner mon épaule pour pleurer, mais à part ça, je pourrais pas faire grand-chose. Par contre, si vous avez investi même il y a 3 mois, mais que votre horizon d'investissement, il est dans 10 ans, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est on respire, on continue à investir maintenant parce que les marchés ont baissé de 20, 30, 35%. Donc, ça veut dire que la même entreprise qui avant, on devait l'acheter à 100, eh bien, on l'achète à 70 aujourd'hui. Fondamentalement, son modèle d'affaires, il n'a pas changé. La pérennité de son modèle, il n'a pas changé. Donc, si dès le départ, vous étiez sur de l'investissement long terme dans des entreprises qui ont des fondamentaux solides, qui répondent à un vrai problème de société, qui ont un produit qui est utile et qui ajoute de la valeur, eh ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est les soldes. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se jeter sur l'affaire du siècle aujourd'hui, parce que là, de nouveau, vous êtes dans de la spéculation. Non. Ce que je veux dire, c'est que la seule manière, pour moi, intelligente d'aborder l'investissement, c'est d'avoir un objectif bien précis, de dire, voilà, j'ai besoin de cet argent pour faire ça dans 10 ans, 5 ans, 15 ans. Et donc, mon objectif, c'est ça. Les marchés sont une source d'information pour savoir où je me situe à un point donné et à quel point je m'éloigne ou je me rapproche de cet objectif. Mais fondamentalement, ma stratégie d'investissement, elle est sur le long terme et la clé là-dedans, c'est de s'y tenir. La clé pour investir, c'est diversifier, maîtriser les coûts, c'est-à-dire éviter que le rendement brut, c'est-à-dire le profit brut que vous avez, bien après, vous deviez payer le distributeur de l'instrument, le producteur de l'instrument, votre conseiller financier, la banque qui tient votre compte, etc. Donc, au plus vous minimisez les coûts, au plus le rendement se retrouve dans votre portefeuille. Et surtout les émotions. C'est exactement ce qu'on voit pour le moment. Et d'ailleurs, ça me fait sourire parce que sans vouloir faire dans les clichés, mon observation complètement empirique, c'est que les femmes investisseuses de mon entourage sont beaucoup plus calmes dans ces périodes de crise que mes potes qui investissent. D'abord parce qu'elles investissent complètement différemment. Donc, eux sont beaucoup plus transactionnels. Ils font des trades très régulièrement. Ils investissent dans des entreprises en direct plutôt que d'investir au travers de fonds, etc. Là où mes copines sont investies sur de long terme. Et en fait, oui, elles regardent les marchés, mais elles ont aussi cette approche qu'on avait comme sur la crise du coronavirus, c'est-à-dire, OK, pour le moment, c'est la panique. La meilleure chose à faire, c'est ne rien faire. Et de toute manière, mes investissements, ils ont une échéance dans 10 ans. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est une information, mais ce n'est pas quelque chose qui doit changer ma manière d'investir. Donc, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais pour l'heure, on va passer rapidement au travers des différents instruments pour investir. L'immobilier, on en a déjà parlé, numéro 1 sur la liste d'à peu près tous les Français, Belges et Luxembourgeois. À chaque fois que je fais mes workshops, c'est toujours la première question que j'ai, soit parce que c'est le premier investissement qui a déjà été réalisé, soit parce que c'est le premier investissement qui est considéré. C'est une classe d'actifs comme une autre, donc tout à fait légitime. La seule chose, c'est de nouveau diversifions. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça veut aussi dire pas mettre ses capacités d'investissement et d'épargne des 20 prochaines années dans un bien immobilier, dans une ville, dans un pays. Voilà, on pourra en parler lors d'un prochain webinaire qu'on dédiera sur le sujet, et celles qui ont assisté à un de mes workshops le savent déjà. On a déjà beaucoup discuté sur le sujet, donc voilà. Investir en bourse, on en a parlé, actions, obligations, fonds, ETF qui vous permettent déjà de diversifier de manière beaucoup plus facile que si vous investissez directement dans des actions ou des obligations. De nouveau, je prendrai les questions sur ces considérations directement après. Et alors,
Au-delà de ces investissements très traditionnels, il y a pléthore de plateformes de financement participatif qui vous permettent, encore une fois, de diversifier, de faire des choses autrement. Il y a donc ce qu'on appelle financement participatif, c'est des plateformes de manière générale qui mettent en relation l'objet d'investissement, donc les entreprises, les projets, directement avec les investisseurs particuliers, sans qu'il y ait une banque au milieu. Voilà, une banque ou d'ailleurs un gestionnaire d'actifs. Il y a de nouveau deux manières, soit via des achats d'actions, soit via un prêt que vous accorderez à une ou plusieurs entreprises sur cette plateforme. Donc, on parle de peer-to-peer lending ou de prêt participatif quand on est sur donc des prêts et des emprunts. Donc, il y a plusieurs plateformes. Là, je vous en ai mis deux, October, Look and Fin. Il y en a plein d'autres. Et puis, il y a les plateformes en anglais Equity Crowdfunding. Donc, c'est de l'achat d'actions de manière participative. Il y a Sidar, il y en a plein d'autres aussi. Je vous ai mis celles que je connais parce que je les utilise, mais je suis pas là pour faire la pub du tout. Et puis alors, au-delà de ces plateformes plus généralistes, ça je veux quand même le noter, a la particularité d'être en général sur des entreprises qui sont plutôt des entreprises, alors soit des startups scale-up, donc c'est-à-dire des entreprises tech ou en tout cas à forte croissance, mais à un niveau de maturité et de développement qui est encore assez jeune, donc avec un risque plus important. C'est aussi des plateformes sur lesquelles l'échange se fait entre guillemets de gré à gré et pas au travers d'un marché organisé, donc moins facile de revendre si vous le voulez. Donc, en général, il faut attendre que la société décide de se coter en bourse, où là, il y a un marché qui est organisé, ou de se faire racheter par une autre qui va racheter les actions de tous les détenteurs. Mais donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, voilà, il faut juste savoir que quand vous investissez dans ces boîtes-là, vous pouvez tout perdre, parce que la boîte peut se casser la figure. Et deux, même si vous perdez pas, vous allez être investi parfois pendant une période relativement longue et surtout pas toujours prévisible. Voilà. Donc ça, c'est juste important. Ça, c'est pour la partie action. Sur la partie financement participatif, la plupart des plateformes, de toute manière, ne vous donnent pas accès à un seul loan, mais vous encouragent à vous créer en fait un petit portefeuille avec différents prêts à différentes sociétés, à différents particuliers, avec différents horizons et différents niveaux de risque, justement pour mitiger le risque que un des emprunteurs ne soit pas en mesure de vous rembourser à l'échéance. Donc ça, il faut savoir aussi, c'est des plateformes qui financent des PME. Je trouve que c'est ultra vertueux parce que c'est des entreprises qui n'ont pas toujours accès, en particulier dans les temps dans les temps de crise, dans les temps compliqués, pas accès au financement via les banques ou via les marchés traditionnels, tout en ayant des modèles qui sont parfois très intéressants, innovants, vertueux. Et donc, voilà, c'est une chouette manière d'investir, mais avec des risques qui sont parfois plus importants. Et donc, il faut les maîtriser, il faut bien s'informer avant, mais ça peut être une partie de votre portefeuille. Encore une fois, diversifier, pas tout mettre là-dedans. Dans ce contexte-là, mis à part ces plateformes généralistes, il y a des plateformes de financement participatif qui ont une approche qui est très ciblée, très thématique, de nouveau très proche de nos convictions et de notre philosophie d'investissement chez Startellers. Qui sont concentrés sur l'économie locale avec des entreprises avec un projet à impact social tout en étant des entreprises commerciales. Donc, l'objectif, c'est quand même que vous ayez un rendement sur votre investissement, mais où vous n'avez pas juste un rendement, vous participez aussi à une innovation et un développement dans la société. J'ai mis l'ITA, je pourrais mettre un lien. Moi, en tout cas, c'est une plateforme que je suis, que j'aime beaucoup. Il y a peut-être une ou deux personnes de l'ITA qui sont dans ce webinaire. Qu'elles n'hésitent pas à mettre le lien ou à en parler en chat. Moi, je suis super contente de faire leur pub. Et puis, en plus, je sais que dans ces périodes de crise, c'est beaucoup plus compliqué pour les entreprises et les petites entreprises en général, mais donc aussi ces entreprises-là, de trouver du financement. Donc, si jamais vous êtes intéressés, allez voir leur plateforme et puis soutenez-les d'une manière ou d'une autre, ne fût-ce qu'en parlant d'eux et en parlant des projets qui sont sur cette plateforme. Je continue. Monnaie électronique.
On a un expert en monnaie électronique dans notre équipe, donc si c'est des choses qui vous bottent, dites-le nous et Maxime se fera un plaisir de faire un webinar sur les monnaies électroniques dans les prochaines semaines. Et puis, matières premières, sociétés non cotées, angel investing. Donc, angel investing et sociétés non cotées, c'est un peu les deux revers d'une même pièce. Pour les sociétés non cotées, c'est des boîtes qui ont une taille importante, mais qui ont décidé de ne pas ouvrir leur capital à l'épargne publique, mais qui sont accessibles parfois au travers d'intermédiaires. Donc, en général, c'est des tickets assez importants, des investissements aussi sur le long terme, donc via des banquiers privés ou des gérants de fortune. Le pendant de ça, pour les sociétés plus petites, en phase de démarrage ou presque, c'est ce qu'on appelle l'angel investing. Les tickets sont plus petits également et donc ça permet d'investir dans des boîtes qui débutent. Alors, c'est un investissement qui a souvent un rationnel qui va au-delà du rendement financier. Bien sûr, chaque investisseur espère retrouver, on va dire, un rendement, mais c'est aussi une conviction, conviction dans le projet, conviction dans le produit, conviction dans l'équipe. Donc voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant, de nouveau. Pas tout seul, mais dans la diversification de vos actifs. Comme vous le voyez, il y a certains investissements qui demandent très peu de temps et qui peuvent s'automatiser de manière assez facile. Et vous pouvez vous en tenir à ça, c'est-à-dire l'immobilier, les marchés financiers sur le long terme. Et voilà. Tout ce qui est financement participatif, angel investing, etc., ça demande un investissement en termes de recherche, de clôture du deal, etc., qui est plus important. Et donc, voilà, ça doit être quelque chose que vous avez envie de faire et auquel vous avez envie de dédier un petit peu de temps. Et donc, c'est pas forcément pour tout de suite, mais peut-être après, une fois que vous serez fait la main sur le reste. Voilà, ça c'est un peu les différentes classes d'actifs dans lesquelles on peut investir. Alors ça vous donne pas un portefeuille, hein, on est bien d'accord. Il y a se dire ok, c'est super, mais comment on investit, comment est-ce qu'on sait combien mettre dans quoi, etc. Et ben ça, on va l'aborder dans les jours et les semaines qui viennent. Là, pour le moment, ce que je veux dire, c'est ok, super, je veux investir, tu m'as convaincu, je sais pas encore dans quoi, je sais pas encore comment, mais en tout cas, je veux protéger mon épargne, je veux me générer un revenu passif et j'ai des économies à investir. Ok, je fais quoi? Eh bien, d'abord, je me prépare. Et là, on a mis une petite checklist que j'aime bien utiliser dans mes workshops, qui est gère ton budget et assure-toi que tu aies finalement une capacité d'épargne qui se transformera rapidement en capacité d'investissement. Je ne suis certainement pas là pour vous donner des conseils en termes de gestion budgétaire. Je pense que là, chacun le fait en fonction de sa personnalité, de la discipline qu'il a dans sa vie de manière générale, de ses moyens, de sa situation financière. Donc franchement, là, et il y a des très bonnes ressources en ligne également. Je pense qu'Aurélien en a quelques-unes. Donc, si ça vous intéresse, on peut aussi vous mettre quelques liens. Ce que je peux vous donner juste, c'est un peu des pointeurs pour savoir, tiens, finalement, c'est quoi un peu une bonne pratique. Et là, il y a la règle du 50-30-20 où on dit, voilà, vos revenus, toutes choses égales par ailleurs, idéalement, 50% dédiés aux dépenses essentielles, logement, nourriture, etc. 30% aux dépenses plaisir et 20% à l'épargne ou alors, de le voir autrement, au futur vous. Bon, ces 20% peuvent être assez difficiles à atteindre en fonction de votre niveau de revenu, en fonction de votre âge, en fonction de votre situation familiale. Typiquement, être capable d'épargner 10 à 20% de votre salaire, c'est quand même une bonne ambition. Et si vous n'y êtes pas capable aujourd'hui, l'idée c'est de mettre en place en fait une bonne hygiène de gestion pour y arriver. Ça, c'est première étape. Voilà, vous faites votre bilan. Et l'étape d'après, je vois investir dans les startups. Non, je ne regarde pas ces questions, sinon je vais commencer à y répondre. J'y répondrai après. Deuxième point, alors je l'ai appelé, je vais être vulgaire 2 minutes, mais j'aime bien ce mot, c'est fuck off fund. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Il y en a qui les appellent fonds d'urgence, il y en a qui les appellent rainy days, donc pour les jours pluvieux.
Moi, je l'ai appelé, enfin, c'est pas de moi, mais j'ai beaucoup aimé celui-là, fuck off, parce que, en gros, c'est avoir suffisamment d'épargne, donc c'est 3 à 6 mois de côté, pour pouvoir avoir un peu ce matelas où on n'est pas tout de suite angoissé par les implications financières d'un grand imprévu. Ben, on est en plein dedans. Donc là, ok, coronavirus, tout le monde à la maison, c'est sympa, mais si on n'est pas salarié et qu'on n'a pas une entreprise qui tourne toute seule, ça veut dire potentiellement pas de revenus pendant X mois. De la même manière, vous êtes salarié, vous vous faites licencier, il vous faut 3 à 6 mois pour retrouver un boulot, bah, vous avez 3 à 6 mois d'économie en liquide à côté, et ben voilà, la dynamique pour aller chercher un emploi, elle est différente. Votre voiture tombe en panne, vous devez la remplacer, il y a une fuite dans le toit, il faut faire des réparations. Enfin voilà, c'est juste pour parer aux imprévus. Donc, je précise bien, les vacances, c'est pas un imprévu. Enfin, voilà. Aussi, fuck off fund. Pourquoi? Parce que c'est aussi, voilà, le job vous plaît pas. Vous avez envie de faire autre chose. Eh ben, le fait d'avoir un peu cette manne à côté, ben, ça vous permet aussi d'avoir des réflexions et des questionnements qui sont un peu plus sereins. Voilà. Donc, typiquement, on va l'appeler le fonds d'urgence pour éviter de dire des gros mots. Voilà. 3 à 6 mois de dépenses. Voilà. 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Ça dépend, déjà de votre gestion en fait du risque et est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit, mais aussi ça dépend de votre environnement de travail. Si vous avez un boulot, un job, un profil où vous savez que le marché de l'emploi est hyper liquide et que vous retrouverez un job dans les 2 mois, bon, bah voilà, avoir un fonds d'urgence de 3 mois, c'est pas un problème. Si vous êtes dans un métier hyper spécialisé où il y a très peu de postes et donc le fait d'éventuellement perdre un emploi, bah, il va vous falloir plus longtemps pour en retrouver. Bon, bah voilà, alors vous savez que par définition, il faut peut-être prévoir un peu plus de marge de manœuvre. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on garde ce fonds en cash? Parce que tous vos investissements, ils ont un certain coût à être défaits. Donc, ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont bloqués. Non, non, c'est très facile de revendre une action, un peu moins un bien immobilier, mais ce n'est pas toujours le bon moment. Et puis surtout, il y a des frais parfois de revente. Et donc, voilà, le fait d'avoir un peu d'argent liquide, mais pas trop, ça vous permet voilà, de ne pas devoir vous inquiéter, devoir revendre des positions que vous n'avez peut-être pas envie ou ce n'est pas le bon moment, etc. Voilà. Ça, c'est la base. Allez, vous êtes ready, vous avez 3, 6, 12 mois d'épargne liquide de côté et 20% de votre salaire là qui est mis de côté tous les mois et dit, bon, ok, là, Gaëlle m'a dit que cet argent, il y avait un coût d'opportunité à le garder. Je me suis renseignée, je me suis informée, je me suis éduquée. C'est parti, on y va. Règle numéro 1, on se fixe des objectifs. Ça veut dire quoi? Cet argent, c'est juste un moyen. C'est un moyen de transaction. C'est un moyen d'échanger le revenu de votre travail contre des choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous investissez pour financer les études de vos enfants, vous investissez pour faire un tour du monde, vous investissez pour vous acheter un appart, vous investissez pour maintenir votre niveau de vie à la retraite. Peu importe ce que c'est, ce qui est important, c'est que vous soyez clair sur à quoi vous voulez que cet argent serve. Alors, ça ne veut pas dire que c'est inscrit dans le marbre, mais ça veut dire qu'au plus vous êtes spécifique, au plus vous avez de chances, 1, de vous y tenir, et 2, d'estimer, on va dire, vos besoins actuels et futurs, et du coup, de différer votre consommation aujourd'hui pour financer un projet qui vraiment vous tient à cœur et vous enthousiasme dans le futur. Parce que la gratification instantanée va très vite revenir et tous vos bons sentiments de mettre de l'épargne de côté, etc., vont être balayés par soit les prochains soldes, soit la prochaine virée entre copines, etc. Donc voilà, c'est vraiment avoir très clair en tête de dire mais pourquoi est-ce que je le fais et qu'est-ce qui est important pour moi. Ça, c'est une première chose. J'ai dit SMART parce qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, actionnables. Alors, c'est un peu du franglais, ça veut dire que vous pouvez réellement agir dessus, réaliste
et spécifique dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut un horizon d'investissement. Alors, ça ne doit pas être le 31 janvier 2039, mais ça doit être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 16 ans, parce que à ce moment-là, il y a un événement qui va se produire, qui va faire que je vais avoir besoin du capital que je me suis fixé. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Dans nos workshops, de nouveau, on passe du temps là-dessus. J'ai un peu un questionnaire pour faire là-dessus. Je pourrais le mettre également en fin de webinar. Et voilà, qui vous permet d'être clair. Et c'est, comment est-ce que je l'ai appelé, mon engagement vis-à-vis de moi-même. Voilà, parce que c'est vraiment ça, in fine. Ensuite, être clair sur son profil d'investisseur. Si vous paniquez à mort quand les marchés descendent de 5%, peu importe le montant de littérature que vous ayez lu sur le fait que c'est normal, bah, il vaut mieux le savoir et construire un portefeuille avec un niveau d'exposition au marché qui vous permette de dormir la nuit. Je veux dire, à un moment donné, ça ne doit pas vous rendre malade parce que de toute manière, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez finir par paniquer et prendre des décisions qui seront complètement contre-productives pour la performance à long terme et votre atteinte de vos objectifs. Donc, voilà, se connaître soi-même. Donc, un profil d'investisseur, ça a 3 composantes. Un, c'est connaissances. Quel est votre niveau de connaissance? Là, j'encourage tout le monde à avoir un minimum de connaissances, même si vous décidez in fine de passer par quelqu'un, de déléguer la gestion quotidienne de vos investissements, ce qui est tout à fait légitime pour des raisons de temps, de connaissances, etc. Quand même, comprendre un minimum ce qui se passe et ce qu'on fait avec votre argent, c'est important et c'est à la portée de tout le monde. Donc, il ne faut pas avoir un PhD ou un doctorat, voilà, un doctorat en finance pour comprendre les bases de l'investissement et finalement, surtout de comprendre, mais finalement, c'est quoi? C'est financer l'économie réelle, financer les entreprises, les projets, etc. Voilà. Donc, informer, je viens d'en parler, et puis commencer par des petits pas. Donc, une des questions que j'ai souvent, c'est ouais, mais j'ai pas assez pour investir. Ben, en fait, c'est très simple. Si tu as ton fonds d'urgence qui est là, qui représente 3-6 mois d'économie, même les 20 € que tu as en plus, tu peux commencer à les investir. Il y a aujourd'hui des plateformes qui permettent d'investir à partir de 5, 10, 20 €, de rentrer de manière graduelle sur les marchés. Donc, c'est pas du tout, c'est pas une excuse. Et 2, c'est aussi un mythe complet de penser qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. J'ai même envie de dire que c'est ceux qui commencent justement à se créer leur patrimoine pour qui ce supplément, entre guillemets, de revenus est le plus critique. Parce que chaque euro supplémentaire que vous arrivez à générer sur une longue période, eh bien, c'est de la qualité de vie supplémentaire que vous aurez sur le long terme. Donc voilà. Donc vraiment, commencer petit, être régulier et discipliné dans la manière dont vous investissez, quoi. Et puis alors le dernier que j'ai pas mis là, j'ai pas mis sur ma checklist, mais c'est de nouveau l'impact. Vous avez le droit de vous dire je m'en fous, show me the money. Franchement, je suis pas là pour vous faire la morale. Personnellement, par contre, et c'est d'ailleurs si Start Alerts vous intéresse à l'avenir, nous en fait c'est un de nos piliers clés dans la manière dont on choisit nos investissements. C'est à quoi va servir l'argent que j'investis. C'est hyper important pour moi de pouvoir réaliser mes objectifs, de savoir que je suis on track, que mon risque est maîtrisé, qu'on va régulièrement m'informer si jamais il y a quelque chose qui se passe dans mon portefeuille. Mais franchement, moi, ce qui me botte aussi, c'est de savoir que cet argent, il sert à faire avancer des choses, qui sert à financer des projets d'entreprises grandes ou moins grandes, qui ont une vraie valeur ajoutée, qui vont contribuer à un monde qui est pérenne et dans lesquels mes enfants seront contents de vivre et mes petits-enfants. En gros, laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel je l'ai trouvé. Si c'est le cas pour vous aussi, eh bien, ça fait partie intégrante finalement des questions que vous devez vous poser parce qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que l'industrie est vraiment en train
d'évoluer là-dedans. On n'est pas du tout dans l'imperfection. Donc, je ne veux pas vous faire de fausses promesses. Il y a encore beaucoup de greenwashing. Il y a encore beaucoup d'opacité sur l'impact réel de l'un ou l'autre critère, de l'un ou l'autre label, etc. Mais j'ai envie de dire progress over perfection et posez-vous les bonnes questions. Et assurez-vous de travailler avec quelqu'un qui se pose les bonnes questions pour vous aussi, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et sinon, eh ben, c'est pas grave, parce que la bonne nouvelle, c'est que les rendements des instruments durables ou environnementaux, enfin qui ont un impact environnemental et sociétal positif, eh ben, en fait, il a été démontré que sur les 10 dernières années, eh bien, vous ne deviez pas choisir entre performance et durabilité et responsabilité. Donc, j'ai envie de dire, si vous en foutez, faites-le quand même, parce que ça vous fait quand même du bien et les autres, ils sont contents et puis vous contribuez au collectif. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur la partie checklist. La dernière question que j'ai gardée pour la fin, qui est la plus touchy aujourd'hui, si j'avais fait ce webinaire il y a 2 mois, sans doute on en aurait moins parlé, c'est investir, mais quand? Et donc, vous voyez, là, j'ai mis 3 points d'interrogation. Hein. Est-ce qu'on investit maintenant? J'aimais beaucoup cette phrase qui disait « Le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier ». Ouais. Je ne sais pas si certaines ont décidé de le faire. Il y a 3 semaines, elles me maudissent peut-être. Elles ne sont sans doute pas aujourd'hui dans ce webinaire. Non, plus sérieusement, je tiens exactement le même discours que celui que j'ai tenu il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois. Le market timing, le fait d'essayer de timer le marché et de penser qu'on est suffisamment intelligent et qu'on a suffisamment de points de données en main, en particulier quand on est un investisseur non professionnel, pour savoir à quel moment c'est le bon moment pour investir. C'est comme de jouer à la loterie. Voilà, vous pouvez gagner, mais les chances sont quand même pas énormes. Il y a parfois, quand les marchés sont haussiers pendant 5 ans, vous pensez que vous êtes le roi parce que votre portefeuille il augmente, sauf qu'en fait, tout le marché augmente. Donc, ok, vous avez juste suivi le marché. Investir maintenant, j'en ai parlé. C'est acheter, finalement être exposé à un panier d'entreprises qui, tout en ayant exactement les mêmes fondamentaux, bon, alors pas exactement, on est d'accord, parce qu'il y a cette crise du coronavirus qui impacte les cycles de production de manière plus ou moins temporaire. Donc, il y a quand même aussi un phénomène systémique, mais qui s'applique à la plupart des entreprises. Mais si l'entreprise, au fond, répond à un réel besoin, à trouver sa clientèle, à un modèle économique qui fonctionne, voilà, cette crise, elle est temporaire. Comme on investit sur le long terme, eh bien, on passera à travers de cette crise comme on est passé à travers des autres crises. Les marchés aujourd'hui, on a regardé avec l'équipe un indice monde, donc c'est-à-dire en fait c'est un panier d'entreprises qui est censé représenter l'évolution de l'économie globale. On est retourné, donc là maintenant avec le crash, on est retourné au niveau de valorisation de 2008 avant le crash de 2008. Voilà, c'est juste pour vous donner une estimation. Donc, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si vous avez investi en 2008 avant le crash, que vous êtes resté investi jusque maintenant, voilà, vous avez eu une première perte, puis vous avez super bien performé, puis là maintenant vous reprenez une deuxième perte. Mais en fait, voilà, vous êtes flat par rapport au montant, au capital initial que vous avez investi, quoi. Donc, si vous aviez investi 100, vous devez avoir plus ou moins 100 aujourd'hui, quoi. Donc, c'est pas une bonne nouvelle puisque on n'a pas récupéré l'inflation sur ces 10 ans-là. Mais voilà, mais dans 2 ans, dans 3 ans, les marchés auront rebondi, se seront peut-être encore redescendus. Et donc voilà, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de bon moment pour investir. La seule manière de faire, c'est de lisser cet effet cyclique en investissant des montants tous les mois plutôt que d'investir des grosses sommes une fois tous les ans ou lors d'un héritage ou quoi que ce soit, parce qu'alors là, vous rentrez dans le marché avec une valorisation donnée. Et donc, si manque de bol, c'était juste avant l'annonce d'une pandémie globale, il va vous falloir quelques années pour récupérer
votre capital initial. Par contre, si vous investissez des morceaux, entre guillemets, de votre capital de manière régulière, eh bien, vous allez investir à la fois dans les moments baissiers et dans les moments haussiers. Donc, ça veut dire que pour 100 € investis tous les mois, le jour où les entreprises seront cotées à 100, vous achèterez une part. Le jour où les entreprises sont cotées à 10, vous aurez acheté 10 parts. Et du coup, le prix, entre guillemets, que vous aurez payé sera, entre guillemets, le juste prix. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. Je vous encourage à faire des recherches pour comprendre un peu mieux. Mais vraiment, c'est ça. C'est dire, on n'essaye pas de jouer le timing. On reste investi, en particulier en moment de baisse, en fait, c'est peut-être l'occasion d'augmenter un tout petit peu ses mises mensuelles pour profiter de l'effet de rebond, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Et surtout, de se rappeler que le risque est en fonction de l'horizon d'investissement et de son objectif. Et donc, évidemment, on ne réagit pas de la même manière à une perte. Enfin, c'est même pas une perte, parce que tant que vous avez vendu, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Le marché a baissé. Mais si vous restez investi, il a toujours l'opportunité de remonter. Si vous vendez au plus bas, la seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que vous êtes pris la perte. Donc, si vous êtes à 1 an de votre échéance, bon, évidemment, il faut dérisquer son portefeuille et être beaucoup moins exposé à la volatilité des marchés actions et plutôt être sur des investissements qui sont plus conservateurs, comme des obligations d'État, etc. Et donc, si vous êtes à 1 an de votre investissement, admettons que vous comptiez, votre objectif, il était à fin 2020, normalement, et que vous avez investi il y a 10 ou 15 ans. Normalement, en tout cas, c'est si vous suivez les conseils, vous étiez très, très exposé au marché il y a 15 ans, un tout petit peu moins il y a 10 ans, sensiblement moins il y a 5 ans. Et là, maintenant, à 1 an de l'échéance, vous devriez avoir entre 10 et 15% maximum de votre portefeuille qui soit exposé au marché. Donc, sur ces 10 à 15%, admettons 10%, vous avez perdu 30%. OK. Donc, 30%, 10% qui a pris 30%, ça fait 3% sur la valeur globale de votre portefeuille. Juste pour vous donner de nouveau des ordres de grandeur et faire relativiser tout ça. Maintenant, je n'ai pas non plus envie de donner des faux messages. C'est vrai que l'investissement, de manière générale, comporte des risques de perte de capital. Et donc, il faut être prêt à gérer les cycles émotifs et un peu ce roller coaster, ou comme on dit, ça, c'est montagne russe parfois quand on regarde les marchés trop souvent, ce que d'ailleurs je ne vous encourage pas à faire. Quand on a un investissement sur le long terme, l'idéal, c'est aussi de ne pas trop regarder les marchés, parce que de toute manière, la seule chose que vous allez avoir, c'est un biais de confirmation. Hein. C'est là, pour le moment, si vous regardez les cours, ils seront dans le rouge à midi, ils seront dans le rouge à 1 heure, ils sont dans le rouge à 3 heures. À 5 heures, vous vendez. Hein. Enfin, c'est simple. Tandis que si vous les regardez, OK, bon, voilà, je sais, c'est la crise, mais mon horizon, il est à 10 ans. OK, bon, j'arrête de me faire du mal. Je reste investi, à la limite, j'en remets un petit peu. C'est ce que moi j'ai fait. Hein. En toute transparence, on est rentré dans les marchés et on rentrera encore cette semaine, simplement parce que les valorisations ont baissé. Et donc, pour nous, ça fait du sens parce que comme on a un horizon d'investissement qui est sur 10 ans pour nos filles et 20 ans, 30 ans pour nous, eh bien, on sait que on est sur une courbe qui s'apprécie. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup plus que 30 minutes. Je vais me faire taper sur les doigts par l'équipe, à raison. Mais je propose qu'on passe au prochain slide, Aurélien, qui, je pense, annonce. Oui, donc on va mettre des ressources. On en a déjà mis, je pense qu'il y en a dans le chat aussi. Et à celles qui le désirent, on enverra les slides aussi. Avec d'autres liens après le webinaire. Et maintenant, voilà, la parole est à vous. Alors, je vais fermer ceci. Alors, je regarde ce que l'équipe m'a préparé. Tu peux regarder dans l'onglet questions de Livestorm, Gaël. Yes. Voilà. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu veux que je les prenne, Aurélien? Vous les avez triées ou je les prends comme elles vont? Elles sont triées par les plus récentes en haut et donc les plus anciennes en bas. Tu fais comme tu le sens. D'accord,
Super. Alors, attends, je regarde un petit peu quel type d'investisseuse vous êtes pour que je vois. Ok, super, intéressant. Donc, novice ou un simple compte épargne. J'ai déjà acheté des actions sur les marchés. Super, ça m'intéresse d'avoir votre feedback sur comment vous vous sentez maintenant et un peu voilà votre expérience. Si ça vous tente, je serais ravie de prendre. Je regarde un peu le chat si jamais il y en a qui se sont en Italie. Waouh, eh ben, cool. A lot of patience knowing. Oui, effectivement, travailler avec les kids at home. Alors, attends, hop. Confinez vos enfants, coupez leur Minecraft. Au corps, Aurélien. Bon, ok, je vois rien pour le moment. Je laisse peut-être l'équipe voir si quelqu'un est d'accord de partager ses expériences. Entre-temps, je vais commencer par les questions. Alors, avec le Covid-19, beaucoup de personnes parlent d'une prochaine crise économique terrible. Qu'en pensez-vous? À quoi faut-il s'attendre? Alors, si je savais à quoi il faut s'attendre, je pense que je serais je pense que personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Aujourd'hui, il y a énormément d'incertitudes. Moi, j'ai la chance d'avoir deux vies, une vie en grande entreprise et puis une vie en tant qu'entrepreneur, et donc avoir un réseau des deux côtés. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est un peu la panique, mais qui est surtout due à l'incertitude parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut savoir que les PME, de manière générale, vivent pas avec des capacités de trésorerie, donc c'est-à-dire des capacités de cash, de liquidité, qui va leur permettre de tenir 6 mois sans un seul client et tout en ayant des obligations théoriques à payer les charges. Donc, c'est un vrai problème. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place par nos États respectifs, donc que ce soit en France, en Belgique, à Luxembourg, pour essayer d'aider le tissu entrepreneurial et le tissu des PME des différents pays. À voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, franchement, c'est préoccupant. Préoccupant dans le sens c'est du jamais vu. Enfin, ça fait ça fait quoi, 7 longtemps qu'on n'a pas vécu entre guillemets une pseudo. Enfin, c'est comme une période de guerre, quoi. Sauf qu'on est en paix. L'activité économique, elle est complètement arrêtée. Donc, je pense qu'il va y avoir. Enfin, c'est pas que je pense, c'est le constat factuel, c'est que il y a des entreprises qui ne survivront pas. Maintenant, est-ce qu'elles ne survivront pas à cause du Covid-19 ou est-ce qu'elles ne survivront pas parce que dès le départ, les fondamentaux étaient assez fragiles et que c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Si c'est le cas, c'est peut-être finalement un mal pour un bien. Parce que la réalité, c'est aussi que ces dernières années, il y a eu énormément on va dire, de buzz sur des entreprises qui ont pris des valorisations énormes, mais qui en fait n'ont pas encore prouvé qu'elles avaient un modèle économique qui était rentable et pérenne. On parle évidemment des stars qu'on connaît, mais il y en a plein d'autres qui en fait ont profité du capital pas cher parce que les taux d'intérêt sont tellement bas que les investisseurs, les gros investisseurs, ils cherchent n'importe quel, pas n'importe lequel, mais qui cherchent des moyens de pouvoir placer leur cash qui leur rapportent rien, ou voire même qui leur coûtent quand ils ont des gros montants, parce que les banques chargent pour les dépôts au-dessus d'un certain montant. Et donc, finalement, ils ont peut-être été moins regardants sur les entreprises qu'ils acceptaient de financer et de continuer à financer malgré un manque de santé financière et de santé économique et du modèle. Donc, je pense qu'il va y avoir un certain écrémage. Moi, je suis aussi une optimiste informée dans le sens où dans chaque crise, il y a aussi des gens qui se transcendent, des opportunités, aussi des réflexions au niveau sociétal qui étaient déjà en cours avant, qui à mon avis vont s'accélérer.
des modes de travail aussi. Hein. On parlait de mobilité du travail, de télétravail, etc. Depuis des années, les États, les grosses entreprises avaient énormément de mal à le mettre en place. Et là, d'un coup, la totalité des économies doivent bouger du jour au lendemain. Alors, ça crée énormément de casse à court terme, mais sur le long terme, ça a aussi prouvé que c'était possible dans une certaine mesure, qu'une mobilisation aussi de cette ampleur et des changements aussi radicaux avaient des impacts positifs. Je pense à l'écologie. On voit beaucoup de messages par rapport aux nuages de pollution qu'il y avait en Chine, qui a plu en Italie, chez nous. Voilà, ces choses-là, j'espère que ça va mener à d'autres mouvements. Donc, oui, crise économique, on y est. Hein. On parle d'une prochaine crise économique. On est en pleine crise. On commence là. La question, c'est est-ce qu'elle va durer longtemps ou est-ce que on va rapidement prendre. On voit qu'en Chine, les signaux actuels sont assez positifs et on voit un rebond de la consommation, une relance. Donc, on va voir. Je peux vraiment pas dire. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous angoisser pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. La santé mentale, ça commence aussi par se concentrer sur ce que vous êtes capable à votre niveau de contrôler, de gérer. Et ça, c'est comment est-ce que moi, à mon niveau, je peux contribuer à un regain de l'économie en évitant des comportements trop protectionnistes, de repli sur moi-même, etc. Et au contraire, en m'ouvrant vers les autres, en consommant intelligemment et en continuant et même en augmentant finalement ma participation à l'économie réelle. Si on fait tout ça, la relance, elle est là aussi. Hein. Alors, comment faire le suivi de ces investissements? Beaucoup plus terre à terre. Alors, ça dépend comment tu investis. Donc, 3 manières d'investir. Soit tu fais tout seul. Et à ce moment-là, alors soit tu le fais via ta banque en passant des ordres, ce que je déconseille a priori, parce que, en tout cas, le benchmark que moi j'ai fait sur Belgique, Luxembourg, France, les banques traditionnelles sont vachement plus chères que les plateformes en ligne pour 0 service qui le justifie. Et un univers d'investissement qui, dans certaines banques, est plus restreint sur les plateformes en ligne. Donc, première chose, si tu investis sur donc toi-même, il y a des plateformes qui te permettent de suivre tes investissements, qui te fournissent pas mal de reporting, de graphes, etc. Si tu investis sur plusieurs plateformes ou que tu as des investissements, tu sais, un peu en bourse, que tu veux valoriser ton immobilier, que tu as des financements, tu vois, peer-to-peer, etc. Il y a fichier Excel, hein. Mais il y a également, je pense, des apps qui sont disponibles en fonction du pays dans lequel tu es résident. On en a listé certaines, je pense, sur notre blog. Si pas, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail aussi et on pourra te donner quelques tips. Et alors, il existe aussi des modèles Excel en fait qui sont open source par d'autres investisseurs avec des formules déjà pour permettre de valoriser l'un ou l'autre, quoi. Mais bon, donc quand tu le fais en mode do it yourself, voilà un peu les différentes méthodes de faire. L'autre manière de faire, c'est d'utiliser, de déléguer en fait la gestion, c'est-à-dire tu dis bon voilà, j'ai un objectif, j'ai un horizon d'investissement, je sais, c'est-à-dire je veux investir de manière durable ou pas, etc. Enfin, en tout cas voilà, j'ai un certain nombre de critères que j'ai définis pour moi et je vais aller chercher. Alors soit un conseiller financier. Donc là, soit tu as déjà un certain montant d'avoir et tu as accès à un vrai gérant de fortune. Bon, là, typiquement, les tickets d'entrée, hein, c'est un conseiller indépendant, j'ai envie de dire 250 000 euros. Mais là, ça va être beaucoup de produits quand même assez standards. Donc, je suis pas sûre que ça... Enfin, à nouveau, je vais pas faire de généralité, mais il faut voir la vraie valeur ajoutée de payer pour un conseiller qui finalement va te vendre des produits sur lesquels il est lui-même rémunéré. Donc c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai toujours un peu des problèmes avec ces conflits d'intérêts.
Mais c'est une possibilité. Il y en a qui sont très bien et très performants. Ticket d'entrée 500 à 1 million, banque privée. Et là, pour le coup, des gestionnaires de qualité, des experts, etc. Mais voilà, accessible. Quand je dis 500 à 1 million, c'est même les vrais, c'est plutôt 1 à 5 millions, quoi. Donc, bon, en gros, le commun des mortels pour un investisseur lambda qui commence, pas accessible. Et du coup, plateforme qu'on appelle entre guillemets robo-advisor, qui te permettent de mettre ta gestion en gestion entre guillemets pilotée, pour lesquels tu payes un peu plus que si tu le faisais toi-même. Mais voilà, tu passes pas des heures à devoir suivre ton cours. Il te fait une gestion automatique, donc il rebalance ton portefeuille, il t'aide à gérer ton alloc, etc. Pour ça, de nouveau, je vous conseille prochain webinar qui sera gratuit aussi tant qu'on est en confinement. Je l'ai fait gratuitement avec grand plaisir. Pour les faire pour toi, pour que tu sois investi sans devoir y passer une partie de tes loisirs, quoi. Qu'est-ce que je pense des assurances vie comme moyen d'investissement? Alors, c'est une question intéressante. Ça dépend d'où tu me poses la question. En France, c'est un peu la panacée, mais je pense surtout parce que historiquement, le cadre fiscal était très avantageux. C'est moins le cas, par exemple, à Luxembourg, ou en tout cas, ça l'est, mais jusqu'à un montant qui finalement est assez limité. Et au-delà de ça, il vaut mieux aller. Enfin, ça vaut pas la peine. Donc, ce que je peux te dire là-dessus, c'est je sais qu'en France, maintenant, il y a d'autres mécanismes qui ont été mis en place dans le cadre de la loi Pacte qui aussi offrent une fiscalité avantageuse pour l'épargne retraite, etc. Donc, vraiment de l'épargne long terme. Je serais ravie d'investiguer ça plus en avant. Je ne vais pas dire de conneries maintenant parce que c'est un sujet qui est sur ma to-do mais que je n'ai pas encore investigué en détail. Par contre, quand il s'agit d'assurance vie, ce à quoi il faut faire attention, c'est les frais. Parce que tu as plusieurs couches de frais. Tu as le contrat d'assurance sur lequel l'assureur se prend une commission de gestion. Tu as parfois la commission de gestion de celui qui gère effectivement les investissements au sein du contrat d'assurance. Et puis, en fonction des instruments dans lesquels le gestionnaire investit, tu as également les frais liés aux instruments. Et donc, quand tu mets tout ça ensemble, tu peux vite arriver à des montants qui sont prohibitifs et qui ne sont pas toujours communiqués de manière complètement transparente. Là-dessus. Je pense qu'on a écrit un article sur les différents types de frais et ce qu'il fallait demander. Donc, je serais ravie aussi de vous le mettre en lien. Aurélien, si tu peux juste me rappeler, et alors on fera un peu le topo des différents articles et des liens quand on renvoie la présentation. Oui. Voilà. Pas de souci. Quelles sont les leçons apprises en matière d'investissement des précédentes crises financières? Ah, écoute, très bonne question. On en a parlé, hein, c'est que il n'y a pas, le fait de timer le marché, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les émotions, entre guillemets, les investisseurs, contrairement à tous les modèles qui sont utilisés, qui ont reçu des prix Nobel, etc., la réalité, c'est que les investisseurs ne sont pas rationnels et que donc les théories comme celle de Markowitz, qui en fait sont toujours encore à la base de la gestion de portefeuille pour beaucoup, prennent comme première hypothèse que les investisseurs sont rationnels. Ce qu'on voit aujourd'hui, le crash et la bulle qu'il y a eu juste avant, hein, parce que en fait, si ça baisse autant, c'est parce que les marchés étaient déjà très très hauts, des valorisations qui ne reflétaient pas la valeur économique entre guillemets des sociétés pour la plupart. Eh bien, c'est dû à au comportement des investisseurs qui travaillent par effet d'annonce, qui sont soumis à des biais de confirmation, etc. Donc, il y a tout un pan depuis la dernière crise financière de finance comportementale qui s'est développée, que je trouve super intéressante et qui d'ailleurs est à la base du travail que nous on fait dans le développement de notre application pour essayer de rendre justement tous nos investisseurs attentifs
aux biais auxquels ils sont sujets et qui vont faire qu'ils vont avoir des comportements qui vont au détriment de leur portefeuille. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux en dire. Qu'est-ce qu'un ETF? Alors, ETF, c'est Exchange Traded Fund. En français, c'est un fonds, un tracker, un fonds basé sur un indice. Donc, en 2 mots, un indice, c'est un panier d'entreprises qui est censé être représentatif d'un marché donné. Concrètement, en France, l'indice célèbre, c'est le CAC 40. C'est la liste des 40 entreprises les plus performantes d'un point de vue boursier du moment. Donc, cette liste peut changer en fonction justement de la capitalisation boursière, donc de la valorisation de chaque entreprise. Donc, cette liste des 40, les top 40, ça veut dire les 40 entreprises les plus hautes en termes de valorisation boursière, sont dans une liste tout le temps et ça constitue un indice. Les trackers ou les ETF sont des fonds donc des instruments, des sortes de boîtes, si tu veux, dans lesquelles tu peux acheter un morceau de la boîte. Et dans cette boîte, eh bien, il y aura les 40 entreprises qui sont listées dans l'indice du CAC 40. À chaque fois que l'indice change, le fonds va répliquer la nouvelle composition de l'indice. C'est une manière d'investir qui te permet d'être exposé à la performance globale du marché français, si tu considères que c'est un bon proxy, sans devoir investir dans chaque titre individuellement parce que ça coûte cher. Parce qu'à chaque titre que tu achètes, il y a des frais de transaction, tandis que si tu achètes un morceau de l'ETF, c'est une transaction, donc tu vas payer les frais de transaction une fois pour avoir 40 entreprises dans le fonds, au lieu de payer 40 fois ton frais de transaction pour acheter les 40 entreprises. Et en plus de ça, ça te permet d'investir avec des montants plus petits. Parce que si tu devais acheter ne fût-ce qu'une action de chacune des sociétés, je n'ai pas en tête le montant total que ça ferait, mais pour reprendre l'exemple d'Apple, aujourd'hui, si tu vas acheter une action d'Apple, c'est 245 €. Donc, ça veut dire que sans avoir diversifié ton portefeuille, tu as déjà dû mettre 245 $, par contre, juste pour acheter Apple. Sachant qu'il te faut au moins 50 lignes où dans ton entreprise pour être rentable, ça devient compliqué. Donc voilà, ETF, un moyen d'investir avec des montants faibles, des frais de transaction plus faibles, et puis surtout, tu ne payes pas ce qu'on appelle de frais de gestion parce que ça réplique strictement l'indice. Donc, il n'y a pas de gestionnaire qui va te dire « Ah, attends, moi, je pense que cette entreprise, elle fonctionne mieux que celle-là, etc. » Donc, tu ne payes pas ça. Et du coup, en fait, c'est un moyen très efficace en termes de coût d'investir. Encore faut-il choisir, évidemment, le bon indice et le bon émetteur. Voilà, on a effectivement écrit, on a déjà un article dessus, on va sortir un dossier à ce sujet dans les prochains jours, mais je vous encourage à aller voir parce que pour moi, pour des investisseurs, des petits investisseurs ou des investisseurs débutants, c'est pour investir en bourse, bien sûr, un des instruments, enfin, si pas le instrument, un des instruments les plus pertinents pour investir. Voilà. Alors, quelle différence entre angel investing et investir dans les startups? C'est la même chose. Angel investing, c'est d'investir dans des startups. Alors, ça dépend ce que tu entends par startup parce que l'angel investing investit dans des entreprises jeunes à forte croissance. Et donc, en fonction du stade de développement de l'entreprise, elle est soit considérée comme startup, soit considérée comme scale-up. Mais en fait, voilà, c'est plus ou moins la même chose. Quel est, selon toi, le meilleur moyen pour investir en bourse, PEA, assurance vie, compte titre? Alors là, de nouveau, ça dépend de ça dépend de ta situation et de l'optimisation fiscale des différents véhicules. Je serais ravie de discuter plus en avant sur cette problématique qui est, je pense, particulièrement français puisque PEA c'est un terme utilisé en France, donc ravi de faire ça. Je pense qu'Aurélien pourra
on pourra faire quelque chose là-dessus. Alors, quel est le montant minimum qu'il est conseillé d'investir chaque mois sur les marchés avec l'investissement est un sens compte tenu des divers frais qui seront sans doute appliqués? Alors, très bonne question. Alors, ça dépend. Il y a différentes plateformes appliquent différents coûts de transaction. Il y a même des plateformes maintenant, j'ai entendu, qui en fait travaillent par abonnement et plus par frais de transaction. Donc là, Aurélien, je vois qu'Aurélien a mis, vous pouvez commencer avec 50 € par mois. Voilà, oui, ça peut même être moins, ça dépend vraiment, je te dis, des plateformes et puis in fine, effectivement, du montant de transaction minimum. Donc parfois, il vaut mieux investir 100 € tous les 2 mois que 50 € tous les mois si tu as un minimum de frais de transaction. Je pense qu'il y en a qui disent, voilà, c'est X%, enfin 0,X%, mais avec un minimum de 5 €. Et donc, à ce moment-là, bon, c'est moins intéressant de rentrer avec 50 €. Donc là, c'est vraiment, il faut regarder sur chacune des plateformes et faire un peu le calcul. Mais sinon, mis à part ces frais de transaction, il y a aussi quel est le prix de la part. Et donc là, de nouveau, d'où l'intérêt d'investir dans des trackers plutôt que des lignes individuelles. Les parts de trackers, t'en as, la plupart sont entre 10 et 15 €. Donc, ça te permet d'avoir un investissement complètement diversifié en investissant 15 € par mois, en ayant des frais de transaction qui sont unitaires sur le truc. Si tu investis dans des actions individuelles, eh ben, tout de suite, ça te coûte beaucoup plus cher parce que pour avoir le même niveau de diversification, il va falloir que tu investisses des montants beaucoup plus gros puisque tu peux pas investir un morceau d'action en direct. Bien que certaines plateformes vont commencer à le faire. Mais aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'entends, ça existe aux States, pas encore ici. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, oui, tu vas devoir à chaque fois payer le minimum de frais de transaction sur chacune des transactions. Voilà. Donc, de nouveau, ETF, quand c'est de l'investissement boursier avec des petits montants, qualité-prix, je dirais le mieux. Maintenant, il faut bien choisir son ETF et donc lisez le dossier qui va sortir. On parle de l'importance de diversifier. Quelle est la répartition idéale entre les différents types d'investissements pour une approche raisonnée? Alors, très bonne question. Ça dépend de ton patrimoine et de ce qui représente. Enfin, en gros, quel est le pourcentage de ton patrimoine que tu vas dédier à des investissements ou sur lequel tu vas risquer, entre guillemets. Typiquement, l'immobilier, je sais que les gens vont hurler, mais si tu regardes d'un point de vue purement diversification, on dit plus ou moins 10% de ton portefeuille. J'en connais très peu d'investisseurs amateurs, entre guillemets, qui ont une résidence principale, s'ils la considèrent comme un investissement, qui sont capables de rester à 10% en immobilier. Donc voilà. Ce que je peux te dire, par contre, c'est une règle très simpliste pour savoir quelle est la part d'action dans un portefeuille en fonction de différents facteurs. Il y a un des trucs, c'est 100 moins ton âge. Ça reflète en fait le fait de dire si tu investis pour du long terme, admettons pour ta pension, eh bien le 100 moins ton âge reflète ce que j'ai dit avant, qui est au plus tu t'approches de ton objectif et au plus tu dois réduire ton exposition au risque. Voilà, donc 100 moins ton âge, c'est un des tips que je peux te donner si tu veux savoir sur des objectifs long terme quel est le pourcentage d'actions qui est bon. Quelle lecture vidéo conseillez-vous pour les novices pour avoir les bases du fonctionnement de l'investissement? Alors, on a une liste de livres, on a une liste de podcasts, on a une liste de comptes aussi à suivre sur Instagram ou Facebook qui sont dans nos articles également. On vous mettra le lien bien volontiers. Pour ne pas le faire. Alors, pouvez-vous nous conseiller des ressources permettant de nous aider à choisir dans quelles actions, obligations investir pour ne pas le faire juste parce que l'entreprise a un logo sympa ou des pubs drôles? Alors, oui, c'est une très, très bonne idée. Donc, les pubs sympas et les logos drôles font pas toujours des bons investissements. Alors, écoute,
Je peux conseiller des ressources, mais par contre, je peux déjà répondre et je te dis, en fait, je ne te conseille pas d'investir dans des actions et des obligations en direct. Mais plutôt de chercher des véhicules d'investissement, comme je disais, comme les trackers, les fonds indiciels ou même des fonds actifs si tu as des envies d'investissement d'impact thématique. Plutôt que d'investir en direct parce que de nouveau, ça coûte cher et la diversification est difficile si tu n'as pas des montants de départ à investir. Donc voilà, on a un workshop qui va se transformer en webinaire, comment construire mon premier portefeuille. On va le mettre en ligne très vite et donc voilà, si ça t'intéresse, je serais ravie de rentrer plus dans les détails là-dessus. Par où commencer, que faire, je l'ai dit, donc attends, hop, par où commencer? Où est-ce que je suis? Par où commencer? Que faire? Donc, je l'ai dit, la règle des 50-30-20 pour checker son budget, le fonds d'urgence, se fixer un premier objectif et décider comment on veut investir. Donc, est-ce qu'on veut investir par soi-même? Si oui, on choisit la plateforme. Et de nouveau, il y a une paralysie de l'information. Donc, moi, j'ai souvent, elles se reconnaîtront si elles sont là, des participantes à mes workshops qui sont très assidues, qui deviennent très éduquées et qui n'ont toujours pas commencé parce qu'il faut toujours plus d'informations. Et à un moment donné, la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire. Donc, mettez-vous un petit budget, même juste 20 € par mois, jusqu'à ce que vous arriviez à 100-150 € et commencez à investir. Une manière de faire, c'est pas un conseil, mais plutôt une approche qui est entre guillemets cohérente avec ce que je viens de dire, c'est d'investir dans un tracker qui est sur un indice monde. Si vous tapez ETF Monde, vous allez en avoir plusieurs et vous allez avoir pas mal de documentation. Une autre manière de faire, c'est de venir au prochain webinaire où je détaille ça plus en détail et on passe aussi à travers plusieurs plateformes pour le faire soi-même. L'autre alternative, c'est de passer à travers une plateforme de robo-advisor où là, vous ne devez pas vous poser toutes ces questions. Vous commencez avec la mise minimum. Donc, je pense à qu'est-ce qu'il y a comme plateforme. Il y a Yomoney, il y a Nalo, il y a en Belgique, il y a Birdie, il y a toutes ces plateformes-là où vous pouvez aussi commencer en le mettant en autopilote, donc c'est-à-dire à devoir vous poser beaucoup moins de questions et en commençant petit. Et puis en fait, le fait de voir les informations qui vont vous revenir, comment votre portefeuille évolue, les communications, les newsletters, etc. de ces boîtes, ça va vous permettre aussi de vous former, peut-être de changer après de stratégie. Voilà. Quel a été mon premier investissement? Alors, mon premier investissement, ça a été de l'immobilier, donc un appart. Ensuite, j'ai commencé à investir. Alors moi, j'ai pas commencé par la bourse, j'ai commencé par l'investissement dans des boîtes, dans des startups en fait, au travers du financement participatif. Et puis maintenant, j'ai un portefeuille d'ETF. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on prêche aussi. Maintenant, mon plus gros investissement, hormis l'immobilier, c'est ma propre start-up. Donc, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas toujours un portefeuille complètement équilibré non plus. Et c'est pas non plus quelque chose que je conseillerais. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est la boîte dans laquelle je suis, dans laquelle j'ai investi une grosse partie une partie de mes économies. Voilà. Comment fait-on pour récupérer l'argent investi? Alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Si tu dis concrètement comment est-ce qu'on va le chercher, en fait, c'est simple. Tu vas c'est comme le home banking de ta banque, sauf que tu auras un compte entre guillemets titre et tu mets un ordre de vente. Il y a plusieurs manières de le paramétrer. Tu vends au prix du marché, tu vends si le prix descend, enfin le prix atteint un certain niveau, etc. Donc ça, il y a plusieurs manières. Là aussi, il y a un article là-dessus sur le blog, comment, les différents paramètres des plateformes de bourse entre guillemets. Et en déant les 2-3 jours, normalement, tu devrais avoir l'équivalent en cash sur ton compte cash. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais savoir aussi, comment est-ce qu'on récupère l'argent investi qu'on a perdu, ou là, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Est-ce que c'est risqué en ce moment d'acheter un appart en état futur d'achèvement?
C'est une bonne question. Ça dépend de nouveau De nouveau, le risque, il est relatif au patrimoine que tu mets dans cet appart, en fait. Aujourd'hui, et aussi de l'endroit où tu l'achètes, en fait. Parce que, bon, à Luxembourg, la demande étant tellement plus forte que l'offre, malgré la crise ici, les prix devraient relativement bien tenir. Si en plus tu les achètes avec une optique d'habiter dedans, et pas avec une optique de revente dans 7 ans, etc. Bon, voilà, le risque est différent. Donc, je dirais oui, il y a un risque. Maintenant, la taille du risque dépend un petit peu de ces différents paramètres. Que pensez-vous d'investir maintenant tant que les actions sont basses, puisqu'en sortant de cette crise, les actions ont beaucoup moins de chances de remonter, du moins pour les grosses entreprises qui survivront. Écoute, de nouveau, oui, mais elles ont déjà baissé. Donc, de nouveau, ça dépend de ton horizon d'investissement. Si tu veux faire un coup à 1 an, sans doute que non. Tu vas pas faire une performance de malade. Et encore, on peut être surpris par le rebond. Par contre, si tu as un horizon d'investissement à 10 ans ou au-delà, c'est un moment intéressant pour investir puisque les valorisations sont beaucoup plus basses que qu'il y a 1 mois, qu'il y a 2 mois, qu'il y a 3 mois. Donc voilà. Donc c'est pas un mauvais moment, c'est pas particulièrement un bon moment non plus. Comme de nouveau, je dis progressivement au fur et à mesure. Tu conseilles de faire des investissements progressifs au fur et à mesure, ne pas attendre de se créer une enveloppe plus importante. Quelles sont les plateformes les plus pertinentes pour ça? De nouveau, deux types de plateformes, soit pilotage, soit do it yourself. Pilotage, je les ai cités. En do it yourself, en France, t'as Bourso. Alors au niveau européen, tu as les DEGIRO qui est néerlandais, tu as Saxo qui est danois. Et puis alors, tu as tous les plateformes de brokerage américains qui sont accessibles aussi. De nouveau, tout à fait possible d'investir dans une plateforme qui soit pas de votre pays ou qui n'ait pas comment on pourrait dire ça, de banque dépositaire, pour faire simple, là où les titres sont déposés dans votre pays. La seule chose à laquelle vous devez être attentif, c'est que les plateformes de courtage vont traiter l'impact fiscal de vos investissements en fonction de la législation du pays dans lequel ils sont localisés. Ce qui n'est pas grave dans le sens où il vous suffit de faire votre déclaration fiscale dans votre pays de résidence, de déclarer ce qui a déjà été payé ou au contraire ce qui n'a pas été payé mais que vous auriez peut-être dû payer comme impôt sur les dividendes, les plus-values réalisées, etc. Et normalement, le fisc vous régularisera ça. Donc, en théorie, il n'y a aucun souci. Bon, en pratique, c'est juste une gestion de votre côté d'administration qui est un peu plus compliquée, quoi. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles certains vous diront, non, moi, je préfère investir dans ma propre là. Une autre, mais qui est pour moi assez théorique, mais néanmoins qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est la juridiction en cas de litige, puisque si vous allez effectivement sur des plateformes étrangères, et qu'un jour, manque de bol, il y a un litige vous avez un litige ou vous avez vraiment une plainte par rapport à votre broker, si c'est pas dans votre langue et pas dans votre juridiction, c'est plus compliqué pour se faire représenter, plus cher, etc. Voilà. Maintenant, la probabilité que ça arrive pour nous est assez faible, mais mon objectif est d'essayer d'être la plus complète et transparente possible. Si on investit directement, comment bien diversifier son portefeuille? Alors directement, je suis pas sûre que ce que ça veut dire. Si tu veux dire en ligne directe, écoute, on dit 50 lignes dans un portefeuille, c'est pas mal, et ces 50 lignes, alors je vais te donner des gros trucs, ça peut être 50% sur l'US,
30% sur l'Europe, 10 émergents, 10 Pacifiques. Voilà, c'est une manière de te donner des grands ordres de grandeur. Ça peut aussi être autrement. Il y a plein de littérature sur le sujet. Et puis alors, il faut aussi que tu diversifies sur les secteurs. Donc, une fois que tu as diversifié sur les pays, il faut que tu regardes aussi quels sont les différents secteurs. Voilà. Donc, une autre manière de répondre à ta question, c'est comment bien diversifier son portefeuille pour débuter en investissant dans des trackers. Merci beaucoup. Les investissements seraient intéressants pour les étudiants. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Les parts sont accessibles. C'est des investissements passifs, donc avec peu de frais. Donc oui, clairement. Voilà. Ben, je pense qu'on y est là. Est-ce que j'ai tout couvert? Est-ce que... Gaël, super, tu as répondu à toutes les questions. Eh ben voilà. Je ne sais pas s'il y en a une qui veut... J'ai demandé, mais il n'y a pas eu beaucoup de volontaires pour monter sur scène. Eh ben écoute, très bien. Moi, je vous dis alors à la prochaine. On a un prochain webinaire sur l'investissement durable qui est la semaine prochaine, je pense. Hein. Tout à fait, le 26 à la même heure. Okay. Eh ben super. Et a priori en anglais, mais on verra. Ça dépendra aussi de The Wisdom of the Crowd. Donc, je vois, pourriez-vous envoyer les slides et les liens vers la documentation? On va envoyer tout ça. Aurélien a déjà préparé un mail, je pense. Donc, vous devriez recevoir ça dans votre boîte mail ce soir ou demain matin. Et voilà, ben, écoute, pour terminer, j'ai besoin de Love. Donc, est-ce que tu peux, Aurèle, ou je le fais moi, faire un petit sondage pour voir comment ceux qui sont encore là ont trouvé ce webinaire? D'accord. Alors, je vais faire un mini sondage. De toute manière, ils l'auront aussi par email. Eh bien, super. Et on a tenu 1h34. Voilà, 3 questions, 3 réponses. Voilà. Non, pardon. Allez. Soyez sympa pour que je puisse bien terminer ma soirée, que je sache comment ça s'est passé. Top, bof, nu, c'est bien ça, Aurélien, voilà. C'est direct. Super. Pour savoir. Bon, allez, écoutez, je vous dis, je vous passe passez une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prenez vraiment bien soin de vous. Voilà, soyez résiliente. Tout passe. En méditation, mais aussi dans la vraie vie. Et voilà, je vous envoie plein de bisous, plein de câlins dans ces moments compliqués. Ne tuez pas vos enfants, vous les aimez. Je sais. Et voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, bah, on se voit peut-être la semaine prochaine. Et d'ici là, bien, portez-vous bien et bon confinement. Bisous, ciao, ciao. Au revoir. Salut.